Podcals, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer. Bonjour à tous, nouvel épisode du Podcals, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir de recevoir le professeur Anne-Marie Hergis. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Anne-Marie, nous allons parler d'un sujet extrêmement intéressant pour nos auditrices et auditeurs, à savoir les thérapies non médicamenteuses pour les patients souffrant d'Alzheimer. Mais avant que nous rentrions dans le vif du sujet, pouvez-vous s'il vous plaît vous présenter en quelques mots ? Alors, je suis professeur de neuropsychologie du vieillissement à l'Institut de psychologie, l'Université Paris-Cité. J'ai dirigé pendant 18 ans le master de psychologie gérontologique, qui est un master pluridisciplinaire dans le domaine du vieillissement. Et mes recherches sont centrées sur à la fois des applications cliniques de la recherche, c'est-à-dire tout ce qui peut aider à comprendre la maladie d'Alzheimer. Enfin, je travaille surtout avec des patients Alzheimer ou MCI, Mild Cognitive Impairment, pour mieux déterminer les capacités de mémoire altérées, celles qui sont préservées, les liens entre mémoire et émotion, et ce, dans le but également, non pas également de mieux comprendre l'altération de ces fonctions, mais également celles qui sont préservées afin de pouvoir élaborer des prises en charge qui s'appuient sur les capacités préservées. Quels sont les objectifs des thérapies non médicamenteuses, justement ? Alors, il y a plusieurs objectifs, tout dépend du type de thérapie que l'on choisit. Il y a des thérapies qui visent à apporter du bien-être aux patients, d'autres qui visent à entraîner les fonctions cognitives, à faire de la réhabilitation des fonctions cognitives, et d'autres, on en a de plus en plus qui sont un petit peu multimodales parce qu'on se rend compte que si on associe différents types de prise en charge, les effets seront plus importants. Vous venez de nous parler des thérapies de type cognitif, ou cognitif comme on dit si j'ai bien compris dans le métier, mais quels sont les autres types de thérapies s'il vous plaît ? Alors, il y a pas mal de thérapies qui sont orientées vers les activités artistiques, mais en termes, le plus souvent, c'est de l'art-thérapie, c'est-à-dire utiliser les arts comme manière d'améliorer le bien-être des patients, soit par la musique, soit par la peinture, pour laisser libre cours à la créativité des patients et par ce média améliorer leur qualité de vie. Il y a d'autres prises en charge par les activités artistiques dont l'objectif est d'utiliser les techniques d'apprentissage artistique comme le jeu théâtral, comme la peinture, comme le chant pour pouvoir améliorer les fonctions cognitives, l'humeur, les émotions et la qualité de vie et également les troubles du comportement. Et ça, je vous en parlerai plus tard si vous le souhaitez parce qu'on a fait presque 8 projets dans ce sens et qui montrent à chaque fois une amélioration importante des fonctions cognitives, de l'humeur des patients, de l'amélioration de la sociabilité également et diminution des troubles du comportement. Merci à vous Anne-Marie de nous avoir déjà dépeint un très joli tableau, mais quels sont les autres types de thérapies s'il vous plaît et comment les choisir ? Alors, donc, les thérapies cognitives visent soit à entraîner une fonction mnésique, soit à pallier une difficulté mnésique en utilisant des capacités préservées et souvent de manière implicite. Donc, ce sont des prises en charge qui se pratiquent de manière individuelle. Il y a aussi des ateliers de stimulation cognitive qui voient le jour et qui se développent notamment dans les EHPAD, dont l'objectif est de rassembler un groupe de résidents pour leur faire des activités plutôt ludiques, qui ne vont pas forcément améliorer les fonctions cognitives, mais qui ont un aspect, on va dire, de socialisation des patients, de rompre l'isolement. Mais c'est pas sur ce type d'approche qu'on peut espérer avoir des effets sur la mémoire. Mais elles sont très utilisées dans les EHPAD. Et justement, comment améliorer la mémoire ? Alors, il y a différentes manières dans ces thérapies non médicamenteuses. Donc, les prises en charge cognitives peuvent utiliser des stratégies pour mieux encoder, c'est-à-dire enregistrer les informations et mieux les retrouver quand on en a besoin. Par exemple, on peut s'appuyer sur l'imagerie,
l'imagerie mentale, la capacité à imaginer des choses dans sa tête, notamment l'imagerie absurde. Par exemple, pour retenir des paires de mots, on peut visualiser après, et on s'entraîne d'abord avant à mieux visualiser des objets, des images, pour après entraîner la visualisation mentale et créer un lien entre deux mots, par exemple, à l'aide d'une image mentale absurde. C'est-à-dire, si je dois rappeler les mots tasse et ventilateur, on peut imaginer quelque chose d'une tasse posée sur un ventilateur, enfin quelque chose d'absurde. Pourquoi absurde? Parce que c'est moins courant, donc c'est plus discriminatif, on s'en souvient mieux. Et après, si on demande quel était le mot associé à ventilateur, donc la personne va revoir dans sa tête l'image mentale créée, va retrouver l'autre mot. Et on peut l'utiliser pour apprendre des noms de personnes, parce que les patients Alzheimer et même des personnes âgées à partir de 50 ans, même sans troubles cognitifs, se plaignent en premier, c'est la première chose dont elles se plaignent, d'avoir du mal à retenir des noms de personnes. Et plusieurs chercheurs ont développé des techniques d'apprentissage non-visage où il faut transformer le nom en un substitut concret. Je vous donnerai l'exemple de monsieur qui s'appelle monsieur Jadin. C'est un exemple assez facile à imaginer. Monsieur Jadin, donc on peut transformer le nom Jadin en jardin. Ensuite, on demande au patient de trouver une caractéristique du visage. Donc, si ce monsieur Jadin a une barbe, on peut lui demander d'associer le nom jardin avec la barbe. Donc, la barbe qui devient un jardin fleuri. Et ensuite, lorsque l'on montre la photo de la personne au patient, donc il va retrouver l'image qu'il a créée. Donc retrouver le mot jardin du coup et retrouver le mot jardin. Alors ça paraît un petit peu compliqué, mais en fait ça fonctionne très bien. Je l'ai utilisé avec des patients, même à des stades plus modérés que légers de la maladie d'Alzheimer, et qui ont réussi à retenir des noms de personnes de cette manière. Il y a également d'autres méthodes, comme la méthode des lieux et l'apprentissage sans erreur. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît, professeur Hergis ? Alors, la méthode des lieux, c'est une méthode très ancienne, puisqu'elle remonte à l'Antiquité grecque, décrite par le poète Simonide, qui, après un incendie qui avait brûlé les convives d'un banquet, a pu retrouver les noms des convives présents en associant leurs noms avec la place qu'ils occupaient à table. Et c'est une méthode qui permet d'associer un lieu avec un mot, un objet, ça peut être une liste de courses, ça peut être autre chose à mémoriser. Généralement, on utilise soit une rue connue dans une ville, soit sa maison. Moi, j'ai travaillé avec des patients leur faisant faire le plan de la maison et déterminer un trajet habituel qu'ils font dans leur maison, pas forcément le trajet logique d'enchaînement des pièces, et de trouver des objets ou des meubles et d'associer pour pouvoir associer après des objets avec ces meubles et faire un parcours dans la maison, dans l'appartement. Et ensuite, quand on demande aux patients de rappeler la liste de mots, ils parcourent mentalement la maison. Donc là aussi, on peut utiliser l'imagerie absurde pour relier les mots aux objets, parce que comme on sait, on retient mieux les images absurdes parce qu'elles sont distinctives, elles sont peu fréquentes, donc elles marquent plus les esprits. Et on peut retrouver les mots appris, comme ça, en parcourant mentalement les lieux. Alors, certains hypermnésiques l'utilisent spontanément. Il y a un neuropsychologue russe appelé Luria qui a étudié un journaliste qui était hypermnésique et qui utilisait cette méthode spontanément en plaçant des mots dans des rues de Moscou et qui avait pu mémoriser des centaines de listes de mots de cette manière. Et l'apprentissage sans erreur, on peut l'utiliser dans n'importe quel type de stratégie qu'on met en place, parce que ça consiste à éviter que le patient produise une réponse erronée. Donc on va devancer et lui donner la bonne réponse, parce que s'il produit
une réponse erronée, ils risquent de la reproduire après. Parce que les patients ont des difficultés de replacer les informations dans leur contexte temporel. Donc ça peut faire des interférences et peuvent reproduire des erreurs déjà commises. Donc c'est plutôt important d'utiliser l'apprentissage sans erreur qu'on peut utiliser avec d'autres méthodes. Comme on sait que pour la prise en charge des troubles cognitifs, on a plus d'efficacité si on combine plusieurs méthodes. Comme par exemple la récupération espacée, qui consiste à faire rappeler un mot après 5 secondes, après 10 secondes. Si le rappel ne se fait pas, on revient à des délais plus courts et on augmente les délais. Comme ça, quand on arrive à 3 à 6 minutes, on a pu montrer que ces apprentissages peuvent durer plusieurs mois. Et on peut l'utiliser pour les apprentissages de non-visage, par exemple. Donc, c'est un chercheur qui s'appelle Cameron qui l'a beaucoup utilisé, qui a montré que les patients Alzheimer pouvaient retenir des noms de personnes avec cette méthode pendant 6 mois. Donc, c'est quelque chose quand même d'important. Alors, ça paraît... Ces prises en charge sont longues. Quand je vous en parle, on a l'impression que c'est facile et rapide, mais c'est long. Ça prend beaucoup de temps. Il faut vraiment y aller étape par étape. Ça peut prendre plusieurs semaines. Donc, c'est coûteux. Il ne faut pas se décourager parce qu'on se dit que tant qu'on peut maintenir un petit peu plus l'autonomie des patients, donc on maintient aussi leur dignité et c'est ça qui est gagné aussi sur la maladie. Merci de nous avoir donné déjà ces premières méthodes, mais où est-ce qu'elles se pratiquent justement ? Pour ce qui concerne les ateliers de stimulation cognitive, le plus souvent c'est pratiqué en EHPAD, en petits groupes, d'un maximum d'une dizaine de personnes, ce qui permet de réunir des résidents autour d'activités que je dirais plus ludiques, qui aident à socialiser, à rompre l'isolement. Pour ce qui est des prises en charge individuelles, généralement ça se pratique dans des établissements hospitaliers ou des accueils de jour et aussi en libéral. Parce que et c'est pratiqué par des psychologues spécialisés en neuropsychologie. Entendu. Alors il y a d'autres méthodes, parce qu'il y en a plein au final, qu'on ne connaît pas nécessairement. Les méthodes artistiques par exemple, est-ce que vous pouvez nous en parler s'il vous plaît ? Alors les méthodes artistiques, alors la plus connue, la plus répandue, la plus utilisée sous toutes ses formes, c'est la musicothérapie. Qui apporte beaucoup de bienfaits. Bon, tout le monde connaît les bienfaits de la musique. C'est ce qui explique l'engouement des foules pour des chanteurs, parce que la musique fait du bien. Donc, de manière générale. Et en musicothérapie, il y a deux méthodes. Il y a la musicothérapie réceptive. Là, on fait écouter des musiques, des mélodies aux patients dans le but de le relaxer. Et il y a aussi la musicothérapie active. Alors, la musicothérapie active se pratique est pratiquée aussi par des collègues dans des EHPAD. Ça peut se faire beaucoup en EHPAD. Quand on peut trouver un espace dédié dans certains EHPAD, il y a des salles aussi qui sont dédiées à la musicothérapie, qui peuvent être utilisées soit pour la musicothérapie réceptive, où on a des haut-parleurs, des enceintes dans la salle, soit avec des casques. Un de mes collègues qui s'appelle Stéphane Guettin a développé une méthode un peu en U, où on commence par des musiques assez rythmées pour ralentir le rythme, arriver à un niveau de relaxation, et après augmenter le rythme pour sortir de l'état de relaxation, mais sans de musique trop rythmée. Pour la pratique des instruments, donc ça se fait également. Aussi, ça peut se faire, généralement ça se fait en EHPAD également, mais ça peut se pratiquer aussi dans des accueils de jour. Et ce qui est intéressant et ce qui a été développé depuis quelques années par un assistant social américain, et ce qui m'a beaucoup séduit, c'est de faire entendre aux patients des musiques qu'ils aimaient entendre quand ils étaient jeunes. Il y a un magnifique documentaire qui s'appelle Alive Inside, qui avait eu un prix Sundance Festival, où il montrait que cet assistant social avait utilisé des iPods à l'époque avec des casques, et pour faire entendre à des résidents des musiques, après avoir interrogé l'entourage, qu'ils aimaient écouter quand ils étaient enfants ou adolescents.
On dit que c'est à l'âge de 16 ans que les mélodies sont les plus marquantes, parce que ça correspond à l'adolescence, aux premiers émois, un peu le début de l'indépendance, etc. Et dans ce documentaire, on voit des patients qui étaient grabataires, qui étaient prostrés sur leur chaise roulante. Dès qu'on leur fait entendre ces musiques, ils se réveillent, ils se mettent à chanter, à danser. Ce documentaire est absolument extraordinaire. On se demande juste pourquoi on l'a pas fait plus tôt. Donc maintenant, c'est répandu. C'est beaucoup répandu, surtout aux États-Unis et je pense maintenant en France également. Donc ça, c'est pour la musique. Il y a d'autres formes qu'on appelle art-thérapie, qui sont plus axées sur les émotions que peuvent exprimer les patients en utilisant différents médias comme la peinture, également la musique, l'écriture également, et qui ne nécessitent pas d'apprendre à dessiner ou à chanter ou à faire pratiquer un instrument de musique, mais qui permettent de s'exprimer émotionnellement, de laisser libre cours à sa créativité, donc dans un but plutôt psychothérapeutique, donc d'apaisement des patients. Sachant que si on utilise la musique, il y a toujours le côté un peu stimulant de la musique, parce que quand on écoute de la musique, ça active énormément de régions cérébrales, donc ça en fait partie également. Il y a la zoothérapie également. Oui, c'est l'accompagnement par l'animal, ça se fait souvent en EHPAD, également. Alors il y a des EHPAD qui ont leur petit pré où des fois il y a des moutons, des poules. D'autres lieux où on fait venir un zoothérapeute avec un animal, le plus souvent un chien, qui va et donc que les résidents peuvent, s'ils le souhaitent, caresser, câliner, etc. Et sinon, quand les animaux sont dans l'EHPAD mais à l'extérieur, donc ils peuvent aller s'en occuper. Prendre soin, donner à manger aux poules, aux moutons, etc. Quels sont les bénéfices pour ça, justement ? Alors, les bénéfices, là, c'est le bien-être, l'apaisement de l'anxiété. C'est très important de pouvoir apaiser l'anxiété des patients, surtout ceux qui sont résidents en EHPAD, qui ont perdu leur autonomie, qui ont perdu l'accès à leurs biens, qui se sentent dépossédés, qui se retrouvent dans un lieu qu'ils ne reconnaissent pas forcément. Donc, et leurs crises d'angoisse peuvent se manifester parfois de manière soit violente, agressive ou sous forme de fugue. Donc, c'est important de pouvoir apaiser l'anxiété des patients, d'autant plus quand ils sont à des stades avancés de la maladie et qu'ils ont du mal à s'exprimer. Donc, s'ils ont du mal à s'exprimer, ils peuvent devenir agressifs, verbalement, parfois physiquement. Et ça se voit aussi souvent au moment de la toilette. Quand les patients se sentent atteints dans leur pudeur, alors qu'ils ne peuvent pas se faire leur toilette eux-mêmes. Donc, c'est des moments qui génèrent également de l'anxiété. Et le but de la zoothérapie, c'est de calmer les angoisses de ces patients, de les apaiser. Le fait de caresser un animal, on sait que ça a un côté très réconfortant et très apaisant. Il y a aussi les jardins thérapeutiques. Oui, alors les jardins thérapeutiques, il peut y avoir plusieurs objectifs. Dans les jardins thérapeutiques, ça peut servir de support à un travail sur les prises en charge cognitives à travers les connaissances qu'on peut avoir sur les plantes. Ça peut être, on peut faire des parcours sensoriels, on peut travailler la mémoire des gestes, la mémoire motrice en faisant des activités de jardinage. Donc il y a plein de possibilités avec les jardins thérapeutiques. Donc peux donner pour exemple un étudiant qui fait sa thèse avec moi en ce moment en Guyane, donc où il y a beaucoup de végétation. Et il travaille dans un EHPAD où il y a un jardin et un jardinier. Et donc, il a un projet en plusieurs volets. D'abord, travailler sur les herbiers, donc sur les connaissances des plantes, en confectionnant des herbiers, aussi des terrariums. Ensuite, il y a un volet aussi de plantation, semer des graines, voir comment on peut extraire des graines de fruits et puis les semer dans ce qu'on appelle un abatis, c'est le terme des potagers là-bas. Et aussi faire un parcours sensoriel au sein du jardin, où on pourra entendre de la musique, peut-être voir des œuvres d'art, on est en train de réfléchir là-dessus, pour aider à se remémorer des émotions passées, des sensations passées.
Donc, ça peut avoir des bénéfices sur les fonctions cognitives, sur la mémoire des connaissances, qu'on appelle la mémoire sémantique, sur les gestes, et puis sur les émotions. Je vois qu'il y a également des histoires de technologie avec des robots et de la réalité virtuelle. Oui, alors ça, c'est des méthodes beaucoup plus récentes. Alors, les robots, je pense que ça a vu le jour au Japon, avec des robots d'abord un peu en métal, et maintenant, ils ont des robots avec de la fourrure. Donc, il y en a un qui est très connu, qui travaille à l'hôpital Broca, qui est en forme de phoque. Et donc, qui peut apporter aussi de l'apaisement. Donc, Alors, au début, c'était plus utilitaire pour aider les patients, pour apporter des objets, etc., pour circuler dans l'hôpital. Et les nouveaux robots sont à but un petit peu aussi d'apaisement, d'interaction entre le patient et puis ce robot, qui maintenant peuvent réagir aux caresses. Ils peuvent cligner des yeux, ils peuvent émettre des sons. Donc, voilà, ça peut apporter également du bien-être aux patients, rompre leur solitude, quand ils passent de nombreuses heures tout seuls dans leur chambre, par exemple. Et la réalité virtuelle, qu'est-ce que c'est exactement dans ce cas-là ? Alors, la réalité virtuelle, elle est utilisée en reconstruisant des environnements familiers, par exemple, de patients. Ça peut les aider à retrouver l'orientation dans l'espace. Ça peut les aider, on l'utilise aussi pour apprendre des nouvelles informations. C'est-à-dire qu'ils voient des scènes qui se passent dans des rues, dans une ville, et ils doivent se souvenir d'objets ou de personnages qu'ils ont rencontrés. On peut s'en servir aussi pour la prise en charge des troubles de mémoire prospective. La mémoire prospective, c'est se rappeler de choses à faire dans le futur. Comme par exemple se souvenir qu'en sortant du travail, il faut acheter une baguette avant de rentrer à la maison, ou que dans une demi-heure, il faut sortir le gâteau du four, sinon il va brûler. Donc ça, c'est la mémoire prospective, se rappeler de choses à faire dans le futur. Donc on peut utiliser la réalité virtuelle également en circulant dans des environnements, après avoir fait apprendre au patient une liste de choses à se souvenir. C'est-à-dire que quand il verra, par exemple, la boulangerie dans la rue, il va se dire « Stop, là, il faut que j'achète une baguette ». Ça met un petit peu de temps à se mettre en place. Ça peut être un petit peu compliqué pour les patients. Donc, ça s'adresse plutôt à ceux qui sont à des stades légers de la maladie. Et ça nécessite une habituation un petit peu au matériel, parce que ça peut mettre mal à l'aise, ça peut produire peut-être des angoisses de tout d'un coup de voir qu'on n'est plus dans la pièce, mais qu'on voit autre chose. Et peut-être parfois des vertiges. Donc ça demande une période d'entraînement. Et en général, on le propose à des patients qui sont au stade léger de la maladie. Il y a aussi des utilisations de la technologie qui sont encore plus courantes, comme par exemple un agenda électronique. Alors, les agendas électroniques, ça date des années 90. C'était l'époque des agendas papier qui étaient utilisés. Alors, beaucoup des techniques qu'on utilise, de stratégies pour aider les patients Alzheimer, sont issues de travaux menés chez des patients adultes jeunes, amnésiques suite à des traumas crâniens ou d'autres problèmes cérébraux, et qui ont été adaptés aux patients Alzheimer. Donc en rendant les choses plus faciles, en prenant plus de temps pour l'apprentissage, etc. Les agendas, au début, c'était des agendas papier où on avait des petites barrettes qu'on pouvait programmer pour sonner à telle heure ou à telle heure. Et avec plusieurs rubriques, des choses à faire, des choses le jour, des informations importantes pour le patient. Ça pouvait être les noms des amis, ça peut être la liste des médicaments à prendre, ça peut être des trajets à faire dans la journée. Donc le but, c'est de l'adapter à chaque personne selon ses besoins. Alors maintenant, avec les téléphones portables, les choses se sont modernisées, et donc on peut utiliser des smartphones en utilisant l'agenda qui est dans les smartphones. Alors j'ai une étudiante qui travaille là-dessus, mais on n'utilise pas l'agenda de Google parce qu'il faut protéger l'accès aux données, la confidentialité, parce que là, ça peut être partagé, ça peut être piraté. Donc, on travaille avec des startups qui protègent les données. L'intérêt, c'est de travailler en binôme, de faire travailler en binôme le patient et son aidant. Donc, il y a accès également à l'agenda qui peut
partager des choses. Une de mes étudiantes travaille sur ce sujet, l'utilisation de smartphones, donc qui se fait en binôme avec l'aidant proche, qui peut partager l'agenda, donc il peut regarder ce qui est inscrit pour envoyer des rappels aux patients si nécessaire, pour lui envoyer des messages. Ça peut être aussi des photos, ça peut être des informations. Donc ça se fait en binôme. Et de manière générale, je dirais que les prises en charge, c'est toujours très bien d'impliquer l'aidant parce qu'il se sent utile. Ça l'aide à mieux comprendre la maladie, à mieux comprendre les difficultés du patient et à mieux communiquer avec lui, ce qui est extrêmement important. Parce que quand on les accompagne, on les aide aussi, on leur donne des aides pour mieux fonctionner au quotidien. Comme par exemple donner une seule information à la fois, de répéter les choses, et les accompagner, mais sans trop les faire à leur place. Donc ça, c'est un peu la méthode Montessori. C'est aide-moi à faire seul. La devise de l'école Montessori, qui est utilisée également maintenant. C'était utilisé des écoles Montessori pour les enfants. Et maintenant, il y a des chercheurs qui utilisent, et des cliniciens qui utilisent la méthode Montessori pour redonner l'autonomie aux patients, en les aidant, donc en les incitant à faire des choses par eux-mêmes, en les encourageant à le faire. Et tout ce qui est accompagnement des patients donc doit se faire avec l'aidant, qui participe plus ou moins activement. Avec l'agenda, il participe pleinement. Et ça allège ce qu'on appelle le fardeau des aidants. Le fait de pouvoir se reposer sur des stratégies qu'on peut proposer. Ça va améliorer la qualité de vie de l'aidant parce qu'on sait à quel point le poids, la difficulté d'accompagner un patient peut avoir des répercussions sur l'humeur et voire la santé des aidants. Donc c'est important aussi d'aider les aidants. Merci beaucoup d'avoir pensé aux aidants, parce qu'en effet, la maladie d'Alzheimer, c'est un véritable tsunami qui vous tombe dessus. Et je peux comprendre que beaucoup d'aidants se sentent totalement désemparés, et vous l'avez dit, il peut y avoir aussi des incidents sur leur propre santé, et même le pire. Mais revenons aux méthodes. Qu'est-ce que vous pensez de la méthode Snozelen ? Alors, la méthode Snozelen est utilisée de différentes manières selon les établissements et les moyens et la place dont ils peuvent disposer. Il peut y avoir une salle consacrée au Snozelen. Donc, en fait, l'idée de base, c'est de faire de la stimulation sensorielle, que ce soit visuel, olfactif, auditif, puis par le tactile également, avec des matières douces ou différentes à toucher, des odeurs qui sont diffusées, qui peuvent être apaisantes, des huiles essentielles, de la musique, toutes sortes de musique aussi. Donc, stimulation multisensorielle. Donc, idéalement, il y a des salles dans des EHPAD qui peuvent être dédiées à ça. Donc, on est dans un environnement tout à fait apaisant. C'est une sorte de bulle, un peu pour les patients qui sont peut-être agités, à qui on ne peut pas proposer des méthodes plus cognitives ou plus difficiles à apprendre. Donc, ça permet d'avoir un aspect relaxant pour ces patients-là, apaisant pour toujours les troubles du comportement, l'anxiété, etc. Il existe énormément de méthodes, on vient d'en décrire plusieurs, et c'est très porteur d'espoir, je trouve, pour celles et ceux qui nous écoutent. Mais au fait, qui prescrit ces méthodes ? Alors, tout dépend. Donc, quand c'est dans un EHPAD, par exemple, c'est le psychologue qui peut prendre l'initiative de mettre en place des prises en charge, que ça soit en groupe ou en individuel. Et ça, c'est très différent des animations que des animateurs peuvent proposer, parce que c'est pas le même métier. Les animateurs peuvent proposer des activités ludiques, faire de l'occupationnel, de la socialisation, mais ce qui est proposé par les psychologues a toujours des fondements, des bases théoriques sur l'utilité, sur la manière de faire, et sur les objectifs à atteindre et sur les effets qu'on peut obtenir en utilisant telle ou telle méthode. Alors sinon, ça peut être prescrit par des médecins, les médecins qui suivent les patients. Alors en accueil de jour, ça se fait aussi, c'est pratiqué par des psychologues souvent. Alors pour ce qui est de l'art-thérapie,
c'est plutôt des psychologues cliniciens qui vont proposer des séances d'art-thérapie aux patients. Pour ce qui est des ateliers artistiques, donc basés sur des apprentissages de techniques artistiques, c'est comme je le pratique à Paris et puis en Guyane dans le cadre d'ateliers suivis de spectacles. Donc ça, c'est le psychologue, neuropsychologue accompagné d'un artiste professionnel et expérimenté. Pourquoi expérimenter ? Parce que c'est important que ça soit quelqu'un qui ait une certaine bouteille, entre guillemets, pour pouvoir accompagner les patients et ne pas se retrouver dans une situation stressante devant des participants qui sont différents des autres, qui ont des problèmes de mémoire. Alors ça peut paraître un petit peu antinomique de faire du théâtre à des patients qui ont des troubles de mémoire, donc leur faire apprendre des textes. Donc c'est pour ça que moi je travaille toujours avec des metteurs en scène professionnels et qui ont de l'expérience et qui vont apprendre des techniques de jeu théâtral aux patients. Et de même pour les ateliers de peinture et de chant et de danse. Donc je fais appel à des artistes professionnels qui vont apprendre des techniques de danse, des techniques de chant et des techniques de peinture. Alors au départ, c'est avec des patients soit qui m'ont été adressés par la consultation mémoire. Certains étaient en EHPAD parce que l'EHPAD nous a accueillis pour faire les ateliers. Donc des participants qui souhaitaient le faire et qui pouvaient le faire, donc ont participé. Et sur un projet qui a été financé par la conférence des financeurs pour la prévention de la perte d'autonomie. Donc on avait des personnes fragiles également, des personnes au stade léger de la maladie d'Alzheimer ou MCI, des stades pré-démentiels, comme on dit, des mild cognitive impairment. Alors une particularité, c'est qu'on a toujours mis ensemble des patients et des personnes âgées sans troubles cognitifs pour ne pas enfermer les malades entre eux. Pour qu'ils puissent, ça fait une ouverture aussi sur l'extérieur, sur le monde, puisqu'on parle beaucoup d'inclusion en ce moment, de société inclusive. Donc ça, c'est très important. Je pense que c'est important également pour le metteur en scène d'avoir des personnes sans troubles cognitifs sur lesquelles s'appuyer, parce que sinon, ça serait peut-être plus compliqué de travailler uniquement avec des patients Alzheimer. Ça a un intérêt aussi pour ces personnes âgées pour lever les préjugés sur la maladie. Parce qu'au départ, il y a des craintes. Ce sont des personnes qui ont le même âge qu'elles. Donc, ils voient ces patients qui ont la maladie d'Alzheimer, donc qui pourraient eux aussi développer la maladie d'Alzheimer. Et ça permet de lever des préjugés. C'est un côté un petit peu de challenge pour les patients qui, au moment des ateliers, se rendent compte que ils ont plus de difficultés que les autres. Et donc, ça leur donne envie de se dépasser. Et il y a un effet de la dynamique du groupe au théâtre. Alors, je préconise pour les prises en charge cognitives, des prises en charge individuelles, le théâtre, ça se fait en groupe. Parce qu'il y a un groupe qui se forme, il y a une dynamique qui se crée et dans laquelle chacun se sent en sécurité. Et on entend parfois des patients ou d'autres participants qui parlent de choses assez intimes dont ils ne parleraient peut-être pas à leurs proches ou à leurs amis parce qu'ils sont dans un milieu un petit peu protégé. Et là, les patients sont sollicités autant que ceux qui n'ont pas de problème cognitif. Ils ne sont pas mis sur le côté parce qu'ils ont la maladie d'Alzheimer. Simplement, on s'adapte à leurs capacités et à leurs difficultés pour ne pas dépasser certaines limites, pour ne pas les mettre en situation d'échec. Pour les spectacles, ils ont les textes avec eux, pareil, pour ne pas se sentir en situation d'échec. Soit ils regardent, soit ils ne regardent pas. Mais en tout cas, ils ont cette sécurité. Parce que le but, c'est de leur donner du plaisir et pas du stress sur scène. Bien entendu. Professeur Hergis, comment choisit-on telle ou telle méthode ? Il y en a tellement. Alors, je dirais que finalement, c'est le patient qui va nous aider à choisir. Ça va dépendre de son état, de ses fonctions cognitives. Si on pense faire des prises en charge de type cognitif, par exemple, on va faire un bilan, voir les fonctions altérées, les fonctions préservées, voir sur quoi on peut s'appuyer. Quelqu'un qui a trop de troubles de langage ou d'attention, par exemple, on va devoir réduire les possibilités de prise en charge. Ce qui est important aussi, c'est la motivation du patient. Ça, c'est extrêmement important.
Parce qu'un patient qui n'est pas motivé, on va le perdre. Donc, qu'est-ce qui motive le patient? C'est ce qui le gêne dans la vie de tous les jours, ce qu'il aimerait pouvoir refaire à nouveau, ou faire des choses qu'il ne faisait pas avant. C'est quelqu'un qui, par exemple, avait beaucoup de gérer des rendez-vous et qui n'arrive plus à gérer ses rendez-vous. On peut lui proposer l'aide de l'agenda, par exemple. Pour la musique, ça va dépendre aussi de ses goûts. Je pense qu'il faut quelqu'un qui préférera faire de la peinture ou de la musique ou de l'écriture. Donc c'est beaucoup basé à la fois sur le fonctionnement cognitif du patient et sur ses goûts et sur ce qu'il est capable encore ou pas de faire, sur ses motivations. Parce que le but aussi, c'est de les aider à améliorer leur fonctionnement dans les activités de la vie quotidienne. C'est pas uniquement qu'ils s'améliorent dans le bureau du psychologue, c'est de pouvoir transmettre dans la vie de tous les jours et leur redonner de l'autonomie, donc de la dignité, et puis alléger aussi la charge de l'aidant. Anne-Marie, vous avez participé aux entretiens Alzheimer. En quoi est-ce important pour vous ? Je pense que c'est très important de pouvoir diffuser les connaissances sur la maladie au grand public. Généralement, les personnes qui viennent assister aux entretiens Alzheimer, ce sont soit des professionnels, des aides-soignants, des infirmières, des assistants sociaux, des médecins. C'est aussi des aidants. Il y a aussi des patients qui viennent, des aidants. Donc, c'est important de diffuser des connaissances et l'actualisation des connaissances que l'on a sur la maladie, que ce soit en termes de traitement, en termes de diagnostic, en termes de prise en charge non médicamenteuse, justement. Et en termes d'aide, ça permet aussi aux aidants, en plus de groupes de parole qui peuvent être formés dans différents lieux, de rompre leur isolement, aussi de voir qu'ils ne sont pas seuls, parce que c'est souvent le cas. Quand on a un conjoint ou un parent atteint de la maladie d'Alzheimer, on a tendance à se renfermer sur soi-même, à ne plus voir ses amis, à moins sortir, parce qu'il y a peut-être une gêne, en plus de la fatigue, du poids que représente le malade et le fait qu'il faut s'occuper d'énormément de choses. Il y a peut-être une gêne une pudeur vis-à-vis des amis qu'on n'ose plus inviter, parce qu'on a un patient à la maison. Et donc, ça permet de rompre l'isolement, d'actualiser les connaissances et puis de donner de l'espoir aussi, je pense, quand on voit qu'il y a des nouvelles choses qui sont publiées, qui se développent et que la recherche avance. Eh bien, merci beaucoup à vous. C'est sur ces notes d'espoir, cher professeur Hergis, qu'on va se quitter. Merci de nous avoir aussi informés sur toutes ces très nombreuses méthodes non médicamenteuses qui existent et qui permettront, je l'espère, un jour de mettre Alzheimer KO. Et chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez vous aussi envie de contribuer à mettre Alzheimer KO, envoyez don DON par SMS au 92 922. Je le rappelle, ce sont 5 € qui vont pour la recherche. Il n'y a pas de petits dons, donc allez-y. Et vous pouvez aussi soutenir le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer, en vous abonnant, en notant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Professeur Hergis, merci à vous, c'était passionnant. Merci à vous de m'avoir invité. À très bientôt pour un nouvel épisode du podcast, le podcast de la Fondation Recherche Alzheimer.